Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième soirée de l'Actuarial Week. Nous allons ce soir parler de réassurance. Dans un premier temps, deux intervenants vont présenter ce qu'est rapidement la réassurance. Puis, les 5 intervenants présents ce soir présenteront leur parcours et leur métier. Et enfin, nous effectuerons une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion pour que nous puissions les poser à la fin aux intervenants. Bonsoir à tous, je suis Tchoum Kwaobile et je suis actuellement étudiant en Master 2 à l'Euro-Institut d'Actuariat de Brest. Sur ce, je vais laisser la parole à Madame Elsa Renaud-Felfen et Monsieur Joseph Delavoye pour la présentation de la réassurance. Merci Céline et Tchoum. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je suis présente pour parler des métiers de la réassurance. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que j'aime mon métier. Je pense que c'est une chance de travailler pour une industrie qui a une forte raison d'être, de protéger les personnes et les biens pour essayer de leur donner une certaine paix d'esprit dans leur vie, dans leur prise de risque et dans leurs entreprises. Donc, pour revenir au basique, l'objectif des assureurs est d'aider les assurés à gérer les incertitudes liées à certains risques, et notamment de pertes financières. Et ce que l'assureur fait en prenant les risques, il les mutualise et il prend une marge pour la rémunération de son capital, puisqu'il a besoin d'avoir du capital pour prendre les risques et faire face aux déviations potentielles. Et nous, en réassurance, on assure les assureurs. Et donc, en fait, on est un outil pour les assureurs pour leur permettre de faire leur propre gestion des risques et pour leur permettre d'optimiser la gestion du capital. De plus, les assureurs peuvent avoir besoin des réassureurs pour certains services et outils qui sont proposés par les réassureurs. Donc, par exemple, je vais vous donner des cas où la réassurance peut aider les assureurs. Donc, par exemple, on les aide dans le développement de nouvelles affaires, on va pouvoir les aider dans le design de nouveaux produits, on va pouvoir les aider à aller vers plus d'innovation. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'en fait, on a une expertise des risques métiers. En général, on voit aussi ce qui se passe dans le monde entier. Et du coup, on peut partager cela avec nos clients qui sont les assureurs. On va pouvoir les aider dans la souscription des risques, l'appréciation des risques en tout début de contrat, mais aussi dans la gestion des sinistres. Je pourrais revenir plutôt sur les aspects vie qui me sont plus chers. La souscription des risques, c'est apprécier en général l'état de santé de la personne ou ses conditions financières pour voir si ce qu'il demande en termes d'assurance est cohérent avec sa situation. Ou au niveau de la gestion des sinistres, ça peut être, par exemple, aider quelqu'un qui est en invalidité à reprendre le travail ou même accompagner le paiement des sinistres. Donc aujourd'hui, c'est un endroit où le réassureur apporte beaucoup de services, notamment en utilisant des modèles prédictifs plus performants et en essayant d'accélérer, en utilisant des nouvelles technologies pour accélérer la souscription et donner une meilleure gestion des sinistres. Le réassureur va pouvoir aussi aider l'assureur en lui permettant de faire une gestion de certains de ses indicateurs de performance. Ça peut être essayer d'avoir moins de volatilité de son résultat. Ça peut être de l'aider dans la gestion de sa liquidité ou ça peut être de l'aider dans la gestion de son capital. On peut aussi l'aider à prendre des risques qui ne sont pas encore dans son appétit ou qui ne sont pas dans son appétit au risque. Par exemple, un assureur qui pourrait ne pas avoir de connaissances du tout en perte d'autonomie et ne pas se sentir à l'aise avec ce risque. Peut-être un réassureur peut l'aider en prenant le risque pour lui dans un premier temps et en l'aidant à faire un nouveau produit. Voilà, on peut l'aider aussi sur des solutions plus structurées, plus financières, qui vont permettre l'accélération des profits,
le financement de certaines commissions. On est parfois considéré comme une source alternative de capital pour du développement, ou encore on peut aussi aider dans la gestion des produits. Voilà. Donc, en fait, quand on aide les assureurs, évidemment, ça va vouloir dire que ils vont prendre un risque de contrepartie avec du réassureur. C'est pour ça qu'en général, les réassureurs sont bien notés et ont une bonne résilience financière, puisque pour avoir la confiance des assureurs. Voilà. Et donc, bien sûr, on donnera tous ces services en contrepartie du partage d'une marge sur les affaires. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt spécialiste de la réassurance vie. Et quand on parle de réassurance vie, on va parler des risques liés à la vie humaine. Et c'est ce qui rend le sujet absolument passionnant. Donc, on va essayer de mieux comprendre tout ce qui touche au risque de la vie humaine. On va essayer de comprendre la mortalité, quelles sont les causes de mortalité, comment la mortalité s'améliore dans le temps. On va essayer de comprendre l'incapacité à travailler, l'invalidité, la maladie, la perte d'autonomie, la longévité. On va travailler avec des experts comme des médecins, des épidémiologistes, pour pouvoir faire des modèles de prédictifs des risques liés à la vie humaine. On regarde aussi les comportements des assurés, quand est-ce qu'ils vont potentiellement prendre un contrat, potentiellement chuter du contrat, ou comment le racheter, comment il se comporte par rapport à son contrat. Et on parle aussi de risques financiers, voilà, liés plutôt à la gestion des engagements en assurance qui vont apporter des produits financiers. Donc, ce que j'aime surtout en réassurance, c'est que par rapport à un assureur, on va avoir encore plus de focus sur les risques, et l'étude des risques est le domaine de prédilection de l'actuariat. En effet, un assureur, bien sûr, il s'intéresse aux risques, mais il va prendre des millions de polices d'assurés. Donc, pour lui, les activités de vente et de gestion de cette masse d'assurés sont aussi très, très importantes. Quand nous, en réassurance, on travaille pour des assureurs. Donc, on a quelques milliers de contrats qui se gèrent de manière un peu plus macro, non pas dans une relation one-to-one avec les assurés. Et donc, du coup, en fait, on a une part de notre activité qui est plus grande, qui est focalisée sur l'étude des risques. Et souvent dans un contexte aussi international, parce qu'on a besoin pour pouvoir avoir les capacités d'aider les assureurs, d'avoir des diversifications et souvent d'intervenir au niveau international afin de mieux mutualiser les différents risques. Voilà. Bon, juste pour finir et pour commenter, c'est quand on va parler des produits qu'on va réassurer, on va avoir des produits qui peuvent être tout à fait similaires à celui de l'assureur, où on pourrait par exemple développer un produit d'assurance emprunteur qui est très connu sur le marché français, où en fait on va donner un capital en cas de décès de l'emprunteur pour pouvoir rembourser son prêt. On peut très bien prendre le risque de manière totalement proportionnelle à l'assureur et l'aider totalement dans le développement de son produit, mais aussi on peut faire des solutions plus structurées sur des portefeuilles globaux et intervenir peut-être de manière non proportionnelle, soit sur leur risque de pointe pour les très grands capitaux par exemple, soit avec des solutions non proportionnelles de stop loss ou qui sont un petit peu plus structurées et qui vont viser à de la gestion plus financière. Voilà. Un autre point important de la réassurance vie, c'est que voilà, on s'adresse à des engagements très très longs, souvent sur toute la durée de la vie humaine de la personne, et parfois de manière garantie. Donc,
on est vraiment là pour durer et apprécier des risques très, très longs. Voilà. Et je crois que Joseph va vous dire un peu plus dans la partie non-vie de la réassurance. Tout à fait. Pardon. Tout à fait. Merci, Elsa. Donc, à mon tour de vous présenter en quelques minutes. Je vais essayer de faire vite parce que on va aussi laisser la place à la présentation des intervenants. Donc, sur la réassurance non-vie, donc comme Elsa l'a mentionné, donc la vie porte plutôt sur des engagements longs. La non-vie, par définition, porte sur des engagements a priori plus courts. On a exposition, enfin en tout cas des contrats de réassurance qui sont en général plutôt des contrats annuels qui dans certains cas peuvent être multi-annuels, mais on n'est pas sur la base. On est sur une assurance de protection des biens en général, par opposition à l'assurance de personnes mentionnée par Elsa. Si on devait résumer enfin, en tout cas cette activité en quelques points, et pour éviter de répéter ce que Elsa a mentionné, parce que par définition c'est de la réassurance, donc il y a quand même pas mal de choses qui coïncident. On est sur les sujets, sur la catégorie d'ITIARD, donc incendie, accident et risque divers. En anglais, on peut aussi bien entendre le property and casualty, donc property pour les dommages aux biens, perte d'exploitation, et casualty pour la partie responsabilité civile. On entend aussi assez souvent le terme GI, General Insurance. Donc si vous entendez PNC ou General Insurance, on est sur la partie non-vie, mais là c'est plutôt général en dehors de la réassurance. De la même manière qu'en vie, le réassureur donc a pour objectif d'aider ses clients à faire face à des risques potentiels. Là, plus particulièrement, donc ça a des risques de dommages et on peut avoir des expositions à des risques de type catastrophe naturelle ou catastrophe d'origine humaine, comme une explosion malheureusement ou un crash d'avion, avec sur la partie catastrophe naturelle, une observation d'une augmentation en fréquence et en sévérité des événements de type catastrophe naturelle par rapport au changement climatique. Donc aussi, comme l'a mentionné Elsa, donc le réassureur va aider ses cédantes, donc ses clients, à bien suivre, monitorer ses expositions et à bien définir correctement la notion de perte maximum probable ou perte maximale probable en cas d'événement. Ça, c'est dans l'activité du réassureur un élément clé qui aide la cédante à justement à définir, donc la cédante, donc l'assureur, à définir vraiment son profil de risque par rapport à une typologie de risque qui est très large. Une autre chose qui est à noter par rapport à la réassurance non-vie, c'est une quantité de lignes d'activité qui est assez importante. On peut donc, comme mentionné, avoir des lignes property, des lignes responsabilité civile, mais en sous-jacent, on a des déclinaisons sur d'autres lignes d'activité qui peuvent être assez variées. On peut avoir de l'assurance sur enfin, sur de type marine, aviation. Voilà, c'est assez en envie, c'est assez varié. On a aussi du crédit caution. Donc, on va dire c'est une personne qui revoit un panel, en tout cas une liste de traités non-vie peut avoir une variété très importante et donc des experts donc, au sein des réassureurs qui souvent sont associés à une ligne d'activité. Donc on va avoir un expert sur le property, un expert sur le marine, etc. Donc c'est assez intéressant et donc on évolue en général dans un marché avec des experts. Donc une chose qui est à noter et qui est pas très marrant au début quand on commence la réassurance, c'est le vocabulaire. On se retrouve dans un monde de vocabulaire. Elsa a mentionné tout à l'heure les traités proportionnels, non proportionnels. Donc là, on est sur le 1% du vocabulaire. Ensuite, on rentre dans les différentes options, dans la structuration d'une couverture. Et là, on voit donc, que ça, en général, c'est vraiment avec le même objectif de s'aligner avec le profil de risque de la cédante. Ensuite, on rentre aussi dans le monde de la rétrocession, parce que le réassureur prend les risques de ses cédantes, mais dans certains cas, enfin dans la plupart des cas, doit aussi rétrocéder pour gérer son propre profil de risque. Donc le réassureur protège, enfin aide les assureurs et les cédantes à protéger leur bilan, mais le réassureur doit lui-même protéger son bilan. Donc c'est un marché sur la non-vie qui est principalement un marché de capacité qui, on le voit actuellement, se tend. Donc dernières visions de marché sur 2023 montrent un marché qui se durcit, comme on dit, au niveau de la souscription de la tarification, donc des conditions qui deviennent de plus en plus difficiles pour en raison de différents facteurs.
a donc, une augmentation. On voit quand même sur la partie non-vie et sur les catastrophes naturelles une augmentation en fréquence et en intensité. Ce durcissement du marché, pour conclure, peut provoquer, et on voit de plus en plus l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de la réassurance, des concentrations entre acteurs, des organismes financiers qui prennent part donc au marché et aux couvertures de réassurance. On a la généralisation de certains types d'actifs comme les cat bonds, qui sont donc à mi-chemin entre l'aspect plutôt couverture de réassurance et couverture financière, et donc un, un marché qui va évoluer et se différencier au fur et à mesure, on va dire, de ce changement de conditions. Voilà. J'ai essayé de faire rapide. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé, Tchoum et Céline, désolé. Merci, Merci à vous. Joseph, pour cette présentation rapide de la réassurance. Donc maintenant, on va passer aux présentations des intervenants. Donc, on va commencer par Anne-Émilie, si vous voulez bien vous présenter. Donc, présentez votre parcours et votre métier, s'il vous plaît. Oui. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis Anne-Émilie. Je suis actuellement donc responsable reserving vie. Donc, je fais partie des gens qui font de la vie en réassurance pour la zone EMELA, donc Europe, Middle East et Amérique latine. Donc, j'ai une équipe à peu près de 25 personnes réparties entre plusieurs bureaux, donc Paris, Zurich, Dublin et Londres. Donc, j'ai commencé ma carrière en 94. Je suis diplômée de Lauria. Et alors, j'ai pas commencé en réassurance tout de suite. J'ai commencé en assurance, au sein du groupe Winterthur, qui n'existe plus, qui a été depuis racheté par différents acteurs, où j'ai travaillé. J'ai fait mes gammes, un petit peu d'actuaire, 4 ans, un petit peu de développement produit, reserving. J'ai touché un petit peu à tout dans une petite équipe. Ensuite, je suis passée en conseil. Donc, je travaillais au sein du groupe Towers Watson. Et c'est en 2002 en fait qu'a commencé mon parcours en réassurance, un petit peu par hasard en fait. Ça fait partie des hasards de l'évolution professionnelle, quelquefois un petit peu non linéaire. Donc, je suis rentrée chez Partners Re pour développer l'équipe reserving de la petite business unit vie de l'époque. Et donc, j'ai commencé en étant seule. Puis petit à petit en recrutant des personnes dans l'équipe pour développer l'équipe, pour développer le reserving en même temps que le portefeuille augmentait. Voilà, donc je suis restée une douzaine d'années chez Partners, puis ensuite j'ai recommencé un petit peu à changer de poste dans différentes structures. Donc j'ai à nouveau été dans le conseil, puis j'ai pris un poste de CFO chez un réassureur français de niche qui a été racheté depuis Parscore, qui s'appelait Mutré. Donc là, j'ai pris un poste de CFO et de directeur technique avec plusieurs aspects. Donc non seulement l'aspect actuariel, mais les aspects plus financiers. Donc suite au rachat Parscore, j'ai été chef de projet dans un projet de transformation actuarielle. Donc c'était le scope du projet, c'était un scope mondial. Donc avec pas mal d'outils de changement d'enjeux de changement d'outils, de changement de process, d'accompagnement du changement. Et ensuite, j'ai à nouveau rejoint Partners Re qui avait décidé de à nouveau faire croître l'activité vie. Et donc, j'ai décidé de rejoindre l'équipe pour reprendre une activité de reserving, mais sur une équipe agrandie. Puisque donc effectivement, j'ai repris une équipe pour la faire croître d'une dizaine de personnes à 25 personnes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, du coup, mon activité, c'est vraiment, je dirais qu'il y a deux grands aspects. Il y a un aspect s'assurer de ce qu'on appelle les clôtures, donc clôtures trimestrielles, que ce soit. Alors nous, on fait du reporting en US GAAP et en solvabilité 2. Et depuis l'acquisition par le groupe Covea, on refait aussi du French GAAP. Donc là, moi, j'ai 3 normes dans mon périmètre. Certains de mes collègues peuvent avoir d'autres normes à gérer. Et d'un autre côté, on a aussi beaucoup de projets actuellement, puisque
L'enjeu chez les réassureurs, c'est quand même aussi, en général, d'accélérer tous les processus, de se moderniser. Et actuellement, donc, on est vraiment en phase de modernisation également. Donc, je partage mon quotidien entre gérer le courant, entre guillemets, et toute l'activité projet. Et aujourd'hui, très honnêtement, l'activité projet doit prendre 75% de mon temps et l'activité classique plutôt 25%. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est quand même énormément de réunions, mais comme la plupart des gens autour de cette table, d'autant plus que le Covid nous avait tous basculé sur peut-être encore plus de réunions que ce qu'on pouvait avoir avant. Alors, sur tout ce qui est mon activité courante, je dirais que maintenant, comme je manage des managers, donc, enfin, je fais plus autant de calculs moi-même. Je fais plutôt tout ce qui est revue de cohérence des résultats, revue des rapports et communication au management. Donc, vraiment, une fois atteint ce niveau de seniorité, en général, c'est ça. C'est vraiment des enjeux d'une part, s'assurer de la cohérence, que les gouvernances est bien suivies, et aussi la communication, soit aux stakeholders internes ou alors aux auditeurs. Parce qu'on est quand même soumis à une forte pression d'audit. Alors, juste peut-être aussi pour conclure, donc ça fait une vingtaine d'années que je suis en réassurance et je dois dire que je continue tous les jours à apprendre. Je ne m'ennuie jamais, donc tous les jours je me lève et je me dis bon, finalement je vais apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, et je considère vraiment que c'est un privilège. Et puis bon, l'environnement international aussi alimente aussi ces challenges un petit peu perpétuels, et puis cette nouveauté qui est en général notre quotidien. Voilà, donc voilà, c'était pour une revue un petit peu de mon parcours. Je vais passer la parole à Elsa, du coup. Merci Anne. Donc, du coup, je vais le faire à l'envers, je vais partir de l'école. Donc, en fait, je suis diplômée de l'ISPA à Lyon. Et en fait, tout de suite, j'ai fait mon stage à l'ASCOR. Et en tant qu'actuaire tarificateur. Donc là, c'est vraiment là que je suis rentrée dans le métier et que j'ai été passionnée par ce que j'ai fait. Joseph, tu l'as dit, le fait de travailler, de mettre en fait toute la technique qu'on a appris à l'école en mesure avec des experts sur certains risques, comme les médecins, des épidémiologistes. C'était absolument passionnant. Mon sujet de stage, c'était sur comment appréhender la mortalité des fumeurs par rapport aux non-fumeurs à l'époque. Donc, il avait fallu travailler avec des épidémiologistes sur ces sujets-là pour faire des modélisations différenciées. Et puis ensuite, après, j'ai continué à faire de la tarification, donc beaucoup de développement de produits. J'étais spécialisée sur des produits qu'on appelle critical illness. Ce pas des produits qu'on trouve en France, c'est des produits qu'on trouve pas mal à l'étranger sur la tarification, où en fait on va essayer d'aider les patients qui ont des maladies graves comme le cancer, des maladies cardiovasculaires à supporter la maladie par le paiement d'un certain montant. Et donc aussi, c'était aussi quand même très, très intéressant de développer ces produits et de voir ce qu'ils pouvaient faire sur le marché international. Et puis, j'intervenais aussi sur les solutions qu'on proposait sur les portefeuilles de rente où en fait, on prenait le risque de longévité. Donc voilà, rapidement, même en sortant de l'école, rapidement, on intervient sur des sujets quand même très, 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 très intéressants. Je dois avouer qu'au bout de 4 ans de réassurance, je me suis dit, ah là là, il faut absolument que je vois plus de choses. Peut-être toute ma vie va être de la réassurance, c'est terrible. Voilà, donc j'ai quitté la SCOR à ce moment-là pour aller faire du conseil. Et donc le conseil, c'est pas mal pour voir plein de choses. J'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup d'acteurs sur le marché français, des institutions de prévoyance, des assureurs plus classiques, des mutuelles. C'était assez intéressant.
J'ai beaucoup appris. On apprend beaucoup en réassurance, on apprend aussi beaucoup dans d'autres métiers, c'est sûr. Mais en fait, la question, au bout de quelques années, s'est posée parce qu'un réassureur montait ses activités en Europe. Donc, il fallait tout commencer de zéro, même s'il y avait un grand groupe derrière. C'était le groupe EGOD, qui est un grand groupe d'assurance mondiale, mais en fait, il n'avait pas d'activité de réassurance en Europe. Il en avait aux États-Unis et en Asie. Donc, on m'a proposé de rejoindre l'équipe en tant que leur premier actuaire. Donc là, c'était vraiment, c'était donc en fait, c'était un super challenge que j'ai pas refusé à l'époque. Et en fait, ce qui m'avait attiré pour revenir vers la réassurance, c'était vraiment ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, de me dire que en réassurance, on était beaucoup plus focalisé sur l'étude des risques, qui était quelque chose qui me passionnait, même si j'aimais quand même aussi mon activité de conseil. Voilà, donc j'ai rejoint à ce moment-là ce réassureur qui commence ses activités en Europe. Voilà, je faisais aussi bien l'actuariat que l'informatique, que les plantes. On était tellement une petite équipe et puis au bout d'un moment, on a monté notre portefeuille, on a travaillé quelques années ensemble. Et puis, SCOR a racheté ce réassureur. Donc, retour à l'envoyeur de départ après l'école. Et du coup, j'ai rejoint SCOR. Alors, ça avait été une opportunité pour moi, du coup, de faire quelque chose de différent, puisque, comme en fait, même dans le premier réassureur, je faisais encore beaucoup de développement produit, d'accompagnement, ce qu'on appelle front office des clients sur leurs aspects techniques. Et en fait, lorsque j'ai rejoint le groupe SCOR, j'ai rejoint leur risk management. À ce moment-là, on implémentait Solvabilité 2. Donc, j'ai rejoint les équipes qui s'occupaient de l'implémentation de Solvabilité 2 et notamment sur le modèle interne. Alors là, j'ai refait beaucoup d'actuariat, j'ai appris beaucoup sur les modèles de dépendance entre les risques. C'était vraiment très intéressant, un peu compliqué aussi, mais très intéressant d'aller vers ces sujets-là de modélisation de l'entreprise dans son ensemble. Un modèle interne, c'est ce qu'on va utiliser pour définir le capital de l'entreprise et pour modéliser toute l'entreprise. Donc, c'était quand même très intéressant. Au bout de 2-3 ans, j'avais envie de retourner vers des choses un petit peu plus larges, plus macro. Et du coup, je suis allée vers de la modélisation du capital à des activités de risk management plus générales. Et j'ai eu la chance d'avoir un poste de risk management de la filiale irlandaise du groupe SCOR à ce moment-là. Et voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Encore une fois, on a la vision d'ensemble des risques d'une entreprise. On peut parler le matin de l'amélioration de la vie aux États-Unis et puis l'après-midi de voir les questions de risque opérationnel sur pourquoi le data center doit être à plus de 200 km de la sauvegarde en cas de feu, etc. Donc, on a vraiment des sujets extrêmement variés à traiter quand on fait du risk management qui sont plus sur l'ensemble des risques de l'entreprise. Voilà, donc ensuite, après quelques années en Irlande, je suis rentrée à Paris pour prendre les activités de CRO, des activités vie du groupe SCOR. Et depuis 3 ans maintenant, je suis retournée sur des activités, on dit des activités plus de production par opposition au risk management. Qui va intervenir en deuxième ligne en général. Donc maintenant, je suis en charge des fonctions techniques en support du développement des affaires. Et donc, du coup, je suis en charge des aspects de tarification et de gestion des risques de souscription. C'est-à-dire qu'on fait des guidelines de souscription, on va revoir les affaires les plus compliquées ou les plus grosses qui entrent dans le groupe.
Et aussi, on s'occupe aussi de l'expertise de sélection médicale et de gestion de sinistres. Et enfin, mes équipes s'occupent de rétrocession. Donc voilà, c'est un périmètre monde entier. Anne, tu as donné tes équipes, donc je vais dire aussi, j'ai 65 personnes qui travaillent pour moi, avec des équipes aussi bien à Singapour, Hong Kong, qu'à Charlotte, New York, Montréal, et aussi un peu dans plusieurs endroits en Europe. Voilà. Mes priorités aujourd'hui, c'est des priorités qui sont un peu plus dans le leadership que dans la technique. Et je dirais qu'aujourd'hui, mes priorités, la première, c'est, on appelle ça Care for our Communities. C'est vraiment de s'occuper des communautés au sein de SCORE qui rapportent à nos métiers, donc les métiers de pricing, actuariat, pricing, les métiers de medical underwriting, donc du coup de sélection médicale et de claims management, voilà, et les communautés qui s'occupent de la rétrocession. La rétrocession, c'est la réassurance des réassureurs. Voilà. On s'occupe aussi dans mes priorités de s'assurer qu'on a les meilleurs basiques possibles, dans le sens où il faut absolument qu'on ait les meilleures estimations du risque possible. C'est vraiment très, très important. C'est notre métier, c'est notre expertise, c'est notre ADN. Donc, et de temps en temps, ça peut vouloir dire modéliser les prochaines vagues de Covid, les prochains variants. Donc, parfois, ça peut être assez compliqué. Vous projetez les engagements à plus de 30 ans ou 40 ans. On accompagne aussi les marchés quand on veut aller plus loin que les basiques, sur l'innovation, comment prendre en compte des nouveaux modèles. Par exemple, quand les gens prennent une montre, comment on va pouvoir prendre en compte les données collectées par la montre dans le processus de suivi des assurés, par exemple. Voilà. Et aussi, ma dernière priorité, c'est de m'assurer qu'on continue à se transformer pour être les meilleurs aussi dans le futur, aussi bien sur des aspects technologiques, parce que ça avance à une vitesse énorme, et qu'on utilise les meilleures technologies, qu'on mette à jour nos outils, qu'on les passe sur des plateformes plus performantes, mais aussi sur des questions de mindset, sur comment on veut travailler ensemble, comment appliquer l'agilité, comment appliquer potentiellement le design thinking pour essayer de s'améliorer toujours. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mon parcours. J'aime beaucoup ce que je fais. Voilà. Je voulais quand même vous dire aussi que comment on parle d'actuariat aujourd'hui, je me suis toujours impliquée dans le monde de l'actuariat, alors pas toujours avec la même intensité, mais voilà. Donc, quand j'ai commencé, je me suis occupée on a fondé avec quelques copains, je dirais, la Nuit des actuaires. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion d'y aller. Je crois que pendant le Covid, il y en a eu un peu moins. Et puis après, je me suis toujours engagée au niveau de l'Institut des actuaires dans différentes commissions. Au début, sur des commissions, des groupes de travail qui intervenaient sur certains produits plus spécifiques. Et maintenant, je suis plutôt dans les commissions. J'ai fait la commission qui s'occupe des normes actuarielles ou la commission de qualification ou la commission de risk management. Voilà. Mais c'est quand même assez plaisant d'avoir une communauté d'actuaires sur laquelle on peut s'appuyer en France et à l'étranger par ailleurs. Voilà. Je suis également administratrice d'une mutuelle d'épargne qui me permet de voir d'autres choses. Voilà. C'est aussi assez intéressant. Voilà. J'ai peut-être encore été un petit peu longue, mais voilà. Au cours de ma carrière, je voulais aussi vous signaler, au cours de ma carrière, régulièrement, en tout cas, j'ai essayé de me former. Et notamment, j'ai rencontré Anne parce qu'on a fait une formation de risk management ensemble, qui était une formation un peu assez sérieuse, avec un examen à la fin, qui est fait par l'Institut des actuaires, qui nous a donné un certificat. Donc voilà, donc c'est aussi des choses importantes dans notre métier de temps en temps de bien continuer à se former. De toute façon, on a des obligations de se former. Voilà.
D'accord. Merci, merci Elsa pour toutes ces précisions. Je vais laisser du coup maintenant la parole à Fabien pour présenter donc son métier et son parcours. Merci, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Fabien Ramaro-Bandreau. Je travaille chez E.ON, donc, dans une unité de métier qu'on appelle Reinsurance Solutions, c'est-à-dire chez un courtier de réassurance, où j'occupe la fonction de directeur technique pour la France et de responsable actuariat pour l'Europe. Donc, le rôle d'E.ON Reinsurance Solutions, c'est d'apporter des solutions de transfert de risque et de gestion de capital à travers la réassurance. Ça va de la conception de solutions qui vont prendre la forme de traités de réassurance à leur placement auprès des réassureurs. Sur mon rôle plus particulièrement, je reviendrai un peu plus tard. Moi, j'ai fait toute ma carrière comme actuaire non-vie et j'ai regardé sur le site de l'Institut des actuaires britannique hier. Il distingue 3 grands domaines d'activité pour les actuaires non-vie. La tarification, le provisionnement et la modélisation de capital. Et moi, j'ai eu la chance de travailler dans ces 3 domaines, donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, moi, je suis diplômé de l'ENSAE, je suis sorti en 99, et en 99, j'ai commencé à la SCOR, à Paris, comme actuaire tarification, pour la France, et puis pour certains marchés étrangers où la souscription se faisait depuis Paris. J'ai commencé quelques jours avant les tempêtes Lothar et Martin, qui à ce jour sont toujours les événements de référence pour les tempêtes en France. Donc voilà, ça c'était très instructif et très formateur comme début. Courant 2001, je suis parti en Italie, toujours pour la SCOR, où j'étais responsable d'une équipe actuariat, qui n'était pas très grande, où j'ai continué à faire beaucoup de tarification et où j'ai travaillé beaucoup en interaction avec les souscripteurs, donc la partie commerciale, où j'ai commencé aussi à faire un petit peu de provisionnement, donc à découvrir le second domaine dont je parlais tout à l'heure, et où j'ai découvert également les prémices de la modélisation 4, parce qu'à l'époque, SCOR avait déjà un modèle de tremblement de terre en Italie. En 2003, je suis parti dans le bureau de Londres, toujours pour la SCOR, où j'étais toujours responsable d'actuariat, avec toujours du pricing, mais un petit peu moins, toujours du provisionnement, et là un petit peu plus. J'ai été impliqué dans les travaux de clôture comptable, ça a été très formateur, donc j'incite les étudiants à ne pas négliger les cours de comptabilité des assurances. Et j'ai découvert le 3e domaine dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le calcul de capital, en l'occurrence du calcul de capital réglementaire, parce que c'était à l'époque où en Angleterre se mettait en place un régime qui s'appelait Individual Capital Adequacy Standards, ICAS, qui était un régime pré-solvabilité 2 en quelque sorte, où les assureurs on leur demandait de calculer un besoin en capital, mais ils avaient une assez grande marge de manœuvre pour le faire. C'était plutôt un calcul dans l'esprit de l'ORSA d'aujourd'hui. Donc voilà, donc j'avais fait ces calculs pour la filiale britannique de SCOR. En 2006, j'ai changé d'employeur. Je suis parti chez E.ON dans une structure qui s'appelait E.ON Global Risk Consulting, où j'étais consultant, donc pour des captives, pour des collectivités locales, pour des compagnies du marché britannique. Là, mon activité, c'était beaucoup de reserving, enfin de provisionnement et de modélisation de capital. Ce que je peux dire de cette période aussi, c'est qu'elle m'a permis de profiter de l'environnement professionnel anglais en général et dans le conseil en particulier. Donc j'ai saisi l'opportunité de devenir actuaire qualifié de l'Institut anglais. J'ai appris à porter une attention particulière à la manière de présenter mes travaux, de présenter ma démarche, les limites des travaux, la sensibilité aux hypothèses, à rendre les choses compréhensibles et les résultats utilisables. C'est quelque chose sur quoi les actuaires anglais insistent beaucoup. Il y a un petit peu des normes, des standards, des guidelines qui encadrent le travail des actuaires. Ça aussi, c'est très formateur. On apprend aussi à répondre à une certaine éthique. On a un code des actuaires. Donc voilà, ça j'ai fait ça jusqu'en 2008 où ensuite je suis retourné en France. J'ai continué un petit peu cette activité pendant 1 an et demi. Et puis j'ai eu envie de m'éloigner un petit peu des modèles, en tout cas d'arrêter d'en construire un petit peu et de me concentrer peut-être plus sur leur utilisation. Donc en 2010, je suis parti chez Milliman, donc le cabinet de conseil,
dans une équipe qui s'appelait Risk Management Consulting, qui s'occupait, pour simplifier, des deuxième et troisième piliers de solvabilité 2, donc de gestion des risques, de gestion du capital, de gouvernance et de reporting. Et ensuite, après un court passage par le département R&D de Miniman, je suis retourné chez E.ON et retourné dans la réassurance, donc chez E.ON Reinsurance Solutions où je suis aujourd'hui, pour prendre la responsabilité de l'équipe Analytics, donc la modélisation 4 et la modélisation plus actuarielle. Voilà, comme je disais, j'ai pris la tête de l'équipe Analytics en France et sur la partie actuariat niveau Europe un peu plus tard. Mon rôle a également évolué parce que j'ai pris la responsabilité de directeur technique. Je suis en charge de création d'offres transverses, ce que j'appelle transverses, c'est-à-dire pour l'ensemble des clients, et de développer des expertises associées. Donc, ça inclut les solutions de rassurance non traditionnelles, les solutions de rassurance comme capital alternatif, le cyber, ce genre de choses. Et c'est une activité qui me rapproche encore plus de l'activité commerciale. Donc, le métier d'actuaire chez nous, c'est un métier en soutien aux équipes commerciales et en forte collaboration, en étroite collaboration. On travaille sur des traités sont des équilibres économiques, donc nous sommes en charge de la quantification nécessaire à l'analyse des traités et en charge de l'analyse elle-même de ces traités, pas seul, mais on y contribue. Notre métier, selon moi, ne se résume pas à faire tourner des modèles, il y a forcément un travail de réflexion et d'analyse pour conduire des analyses quantitatives de façon intelligente et efficace, et puis les bonnes analyses, pour analyser les besoins des clients, pour rechercher des solutions pour eux. Et je pense aussi que les actuaires apportent une certaine culture financière, une certaine culture liée aux questions du capital qui n'est pas forcément toujours répandue chez tous les interlocuteurs en réassurance. Mon rôle et ma journée type, mon rôle aujourd'hui, c'est surtout d'identifier les travaux à mener, de les coordonner, les superviser, de participer à la réflexion sur les solutions apportées aux clients et à leur mise en œuvre. Donc une journée type, effectivement, comme beaucoup de personnes autour de la table virtuelle, est composée de beaucoup de réunions, des réunions de réflexion et d'échange, ou des réunions de présentation, des réunions internes ou des réunions avec des clients. Et puis, on passe un certain temps à formaliser des idées, à en chercher et à les formaliser. Donc, il faut essayer de garder du temps pour la réflexion. Et puis, on passe beaucoup de temps aussi à les formaliser, c'est-à-dire faire des slides, beaucoup, à destination de nos clients. Voilà, je pense que l'intérêt principal de mon rôle aujourd'hui, c'est de chercher à résoudre des problèmes, à mettre en place des solutions et de convaincre mes interlocuteurs que les solutions qu'on préconise sont les bonnes. Voilà ce que je mettrai en avant aujourd'hui. Au niveau de l'activité auprès de l'Institut, moi je fais partie de la commission IARD, donc je recommande à tous les actuaires en devenir de s'investir auprès de l'Institut. Et voilà, et donc je laisse la parole à Geoffrey. Ok, merci. Donc, Geoffrey Ecoto, je suis responsable du service actuariat et provisionnement à la Caisse centrale de rassurance et c'est un plaisir pour moi de présenter mon parcours et de présenter certaines spécificités liées à mon activité, à celle de mon équipe. Donc, je suis, en termes de parcours, ça va aller assez vite. Je suis diplômé de l'ISUP. Je suis à CCR depuis 10 ans et j'ai débuté donc à CCR en alternance. Et j'ai pu évoluer au sein de la même structure finalement. Et donc, j'avais prévenu qu'en termes de parcours, ça pouvait aller assez vite. Et je propose d'enchaîner avec une présentation du groupe CCR parce que ce n'est pas forcément l'acteur le plus connu des étudiants. Donc, CCR, c'est un groupe qui est composé de l'entité CCR Solo et de CCR Ré. On est un peu moins de 300 salariés et le groupe est détenu à 100% aujourd'hui par l'État. Donc, c'est une spécificité importante. Et donc, pour détailler un petit peu plus les deux entités, donc on a CCR Solo qui est un réassureur public qui propose
aux cédants, donc aux assureurs opérant en France des couvertures contre principalement les catastrophes naturelles, mais aussi d'autres risques non assurables en non-vie. Je reviendrai plus sur CCR Solo parce que c'est l'entité dans laquelle j'évolue. Mais il y a aussi aujourd'hui au sein du groupe CCRE, qui est un rassureur de plein exercice et qui va avoir un comportement classique comme l'ASCOR ou d'autres réassureurs avec une intervention, enfin des couvertures à l'international sur des branches vie non-vie. Voilà. Mais CCRE est actuellement, l'État a ouvert le capital de CCRE et donc concrètement va être vendu. Par ailleurs, je travaille dans l'entité CCR Solo. Donc, je vais maintenant m'intéresser davantage, vous présenter davantage mon activité et l'activité de CCR. Et j'entends par là donc CCR Solo. Donc, la Caisse centrale de réassurance propose des couvertures illimitées bénéficiant de la garantie de l'État, ce qu'on appelle la garantie de l'État. Donc, je parle là de couverture non proportionnelle, je ne détaille pas forcément ce que c'est, mais illimitée. C'est-à-dire que de façon plus classique, en réassurance, le rassureur va proposer une couverture avec une priorité, on va dire une franchise, pourquoi pas à 200 millions, et puis une limite, pourquoi pas à 400 millions. Eh bien, les couvertures, dans le cas de la Caisse centrale de réassurance, n'auront que, dans ce cas-là, une franchise à 200 millions. Et il n'y aura pas de limite. On parle de couverture illimitée. On peut le faire, on est seul à pouvoir le faire en France, car on bénéficie nous-mêmes de la garantie de l'État. Et on en fait bénéficier les assureurs, en fait. Et on intervient donc à la demande du marché sur des branches spécifiques en proposant des solutions de réassurance pérennes, on va dire, pour les catastrophes naturelles, les risques d'attentats et d'actes de terrorisme et la responsabilité civile des exploitants nucléaires. Mais on propose aussi des solutions de réassurance temporaire en cas de besoin et à la demande du marché. Ça a été le cas au moment de la crise financière de 2008 et de la crise sanitaire de 2020 avec la mise en place d'une réassurance crédit, donc spécifique et sur une temporalité assez courte. Alors, les catastrophes naturelles représentent, on va dire, à peu près 90% de notre activité et aussi du temps que je peux consacrer à CCR. Donc, il faut savoir qu'en France, il existe un régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Donc, c'est important pour comprendre l'activité de CCR. Donc, c'est un régime qui repose sur une extension de garantie obligatoire à la souscription de chaque contrat dommage au bien. Donc, en fait, quand on s'assure, par exemple, si j'assure ma maison, je vais payer 12% de surprime pour la couverture des catastrophes naturelles. Et avec cette surprime collectée par l'assureur se réassure majoritairement pour les catastrophes naturelles auprès de la Caisse centrale de réassurance. Et puis, donc, la Caisse centrale de réassurance va indemniser les assureurs, on parle bien de réassurance, dans le cadre de ce régime, en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la part de la commission interministérielle. Donc, lors de la survenance, suite à la survenance d'une catastrophe naturelle, les administrés se manifestent auprès du maire et le maire monte un dossier qui est poussé au préfet et puis qui atterrit à la commission interministérielle et qui statue ou non de l'état, de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour une commune. Et si cette commune bénéficie d'une reconnaissance, alors eh bien, CCR va indemniser l'assureur. Voilà, donc, il existe des critères préétablis pour les différents périls. Donc, on parle d'inondation, de sécheresse, de vent cyclonique, par exemple, mais aussi de séisme. Donc voilà, pour pour présenter très rapidement CCR et les catastrophes naturelles, ou l'indemnisation des catastrophes naturelles. Et donc, moi, au sein de l'entité CCR, je suis donc responsable
du service actuariat et provisionnement. Donc, les activités du service concernent la tarification, principalement des couvertures non proportionnelles pour les catastrophes naturelles, mais aussi le provisionnement pour l'ensemble des branches et aussi la modélisation actuarielle dans le cadre du modèle interne partiel, où on modélise le risque lié à la souscription d'affaires en CatNat, en terrorisme, en nucléaire. Donc, les sujets sont variés. On est une petite équipe. On est une équipe de quatre personnes. Et donc, j'ai donc à manager cette équipe, mais l'opérationnel reste présent. Et c'est une situation qui me convient puisque je garde certaines activités, je ne perds pas la main pour le moment sur les activités liées à la tarification, au provisionnement ou à la modélisation actuarielle. Également, nous évoluons dans un environnement riche en termes de profils. Donc, on côtoie au même étage des actuaires, mais aussi des hydrologues, des sismologues, des ingénieurs agro, des data scientists, des spécialistes du calcul scientifique, de la prévention, des souscripteurs. Et puis, il y a également une forte technicité. Et donc, c'est un point important qui a fait que je suis resté aussi longtemps, en tout cas, toute ma carrière jusque-là, au sein de la même entité. Voilà, c'est la diversité des sujets et des interlocuteurs. On est amené à travailler sur des problématiques intéressantes. Notamment, en ce moment, j'encadre une étudiante en actuariat sur la modélisation du risque cyber. Donc, c'est un sujet nouveau pour nous et en plus des sujets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler jusque-là, ça enrichit les sujets sur lesquels on a l'occasion de travailler. Et je suis moi-même impliqué dans une thèse portant sur l'emploi des data sciences pour l'estimation des dommages consécutifs à la survenance d'une sécheresse en France. Donc, à nouveau, voilà, j'ai eu la possibilité de me former. Donc, donc, j'ai entendu précédemment cet axe-là, le fait que l'actuaire est amené à se former tout au long de sa carrière. Eh bien, moi, je n'ai pas fait une formation en risk management, mais en data science, proposée par l'Institut, une formation d'1 an. Et puis, j'ai eu l'occasion de poursuivre les travaux que j'ai entrepris dans le cadre de cette formation, dans le cadre d'une thèse. Donc, pour finir, je dirais que mon expérience à CCR m'a permis de monter en compétences et de découvrir énormément de sujets liés à l'actuariat, donc la tarification, le provisionnement, la modélisation, et de m'ouvrir à d'autres sujets comme notamment les data sciences. Et donc, j'insiste sur cet axe important pour l'actuaire que représente la formation sur les aspects, j'ai parlé d'aspects assez techniques, assez, pourquoi pas, mathématiques, mais il y a aussi les aspects réglementaires, certains aspects comptables, puisqu'on est aussi amené à interagir, par exemple, dans le cadre du provisionnement, avec des comptables, des commissaires aux comptes. Et donc, au final, on voit beaucoup de sujets dans le cadre de notre formation. On ne va peut-être pas tous solliciter tous les enseignements qu'on aura reçus, mais on en sollicitera un certain nombre. Et donc, il convient de se former, de rester polyvalent. Voilà pour ce que j'avais à partager. Très bien, merci beaucoup Geoffrey. Maintenant, on va laisser la parole à Joseph, du coup, pour présenter son métier et son parcours. Merci. Alors, il nous reste 4 minutes, donc je vais essayer d'être très efficace et de concaténer ma présentation. En termes de parcours, donc j'ai un parcours, on va dire, je pensais avoir un parcours atypique, mais en fait, quand je vois le parcours des autres intervenants, je pense que j'ai vu d'autres parcours atypiques, donc ça me rassure d'un côté. Donc, j'ai commencé au sein d'un assureur, donc AXA.
où j'ai fait de la gestion d'actifs pour commencer. Donc, j'étais loin des sujets actuariels. Et ensuite, j'ai intégré au moment de la validation du modèle interne d'AXA, l'équipe au sein du groupe qui gérait la validation du modèle. Donc, au final, ça a été mon entrée dans le monde de l'actuariat. À l'origine, j'étais plutôt donc, diplômé en gestion d'actifs. Et donc, à ce moment-là, j'ai entrepris donc, aussi de passer, de passer de faire une formation continue pour avoir le titre. En parallèle, donc, je passais chez AXA sur la partie donc pilier 1, modèle interne, donc on va dire qui est assez quantitative, où j'ai passé quelques années. Au bout de 4 ans, donc, j'ai décidé je voulais me rapprocher du business après avoir fait des sujets très quantitatifs. J'ai décidé de rester chez AXA, mais d'intégrer l'équipe de souscription interne qui gérait donc les souscriptions des entités auprès du marché de la réassurance. Donc j'ai fait 3 ans en vie. Et à la suite de cette expérience qui m'a ouvert justement, j'en parlais tout à l'heure, au vocabulaire de la réassurance, mais j'étais plutôt dans le domaine de la vie, j'ai fait une, euh, une migration. Donc j'ai rejoint l'entité singapourienne pendant 3 ans, où j'étais responsable de la réassurance, donc là aussi bien sur la partie acceptée que rétrocédée, dans un autre marché. En fait, j'étais dans le marché de la réassurance vie en France. Donc, je suis passé sur le marché de la réassurance vie et non-vie, mais il y avait 80% de réassurance vie au sein de cette entité. Et donc, voilà, j'ai passé 3 ans à Singapour. Et donc, je suis rentré il y a 3 ans, où j'ai encore changé de monde. Donc, on va dire, je suis dans le type parcours atypique. Donc, je pense que ça rejoint certaines descriptions par les autres intervenants. Donc là, j'ai intégré le monde du consulting. Et donc, je suis totalement aligné avec ce que disait Fabien sur son expérience. Donc, ça me permet donc, si je parle de mon quotidien, actuellement, en tout cas, d'évoluer aussi bien opérationnellement qu'en termes de management enfin, sur des sujets très très variés. On va dire que j'ai fait une bonne partie de missions en réassurance, mais pas que. Donc c'est très intéressant, et notamment travailler sur des opérations de fusion-acquisition, ce qui est très formateur aussi bien on va dire dans la gestion du temps, la gestion opérationnelle, c'est-à-dire de faire attention à ne pas à toujours se relire, toujours revoir son travail pour éviter de faire des erreurs. Et donc voilà, donc je rejoins aussi ce que dit Anne-Émilie. Donc j'ai l'impression d'apprendre tous les jours. Donc c'est ce qui m'anime, et je trouve ça très intéressant. Voilà. J'ai essayé de faire court. D'accord, ok. Merci Joseph. Merci à vous tous d'avoir bien voulu partager Tchoum, je crois votre... que tu es en mute, parce que je t'entends pas. Allô? Allô? Moi, j'entendais bien. Oui, c'est Moi, bon, j'entends. c'est bon. Non, c'est moi, pardon. Ah, C'est moi. ok, ok. C'est moi, c'est moi. Donc je disais merci à vous tous d'avoir bien voulu partager votre parcours et votre métier. On a reçu quelques questions, et la première question que je voulais poser, c'est à Joseph. Oui. C'est dans ton intervention tout à l'heure, quand tu présentais la réassurance, tu avais dit que le marché de la réassurance s'était durci ces derniers mois. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir, avoir un peu plus d'explications par rapport à ça. Bon, on va dire ça peut prendre du temps, mais globalement, il y a eu une publication il n'y a pas longtemps. Donc je crois que l'année en non-vie, hein, il y a l'année 2022 est une année où on atteint des niveaux enfin, élevés en termes de sinistralité. Donc, je laisserai les personnes qui sont soit dans le monde du courtage ou le monde de la réassurance souligner ce que je dis en tant que consultant. Mais donc, on a, je crois, 10 milliards de sinistres, enfin, une estimation globale de 10 milliards de sinistres sur l'année 2022 sur le marché français. Donc, mais en fait, c'est aussi global, c'est-à-dire que c'est un marché qui se tend au niveau mondial. Et donc là, vu que c'est un marché global, ça tend en tout cas impacter le marché français. Donc on voit en tout cas enfin, un marché qui quitte, on va dire, une période, je crois, sur les 10 années ou les 10 dernières années, on était plutôt soft et on est passé plutôt dans un marché hard. On rentre dans un marché hard, je crois qu'on est au début de la courbe. C'est la conjonction de beaucoup de choses, hein, de la sinistralité mondiale, comme tu le disais, des circonstances économiques, l'accumulation de pertes par certains rassureurs qui fait que tous ceux ont eu des positions assez alignées lors du dernier renouvellement, et qu'il y a eu effectivement un retournement de cycle très violent, comme on en avait rarement vu. Et des conditions qui sont durcies, donc des augmentations de prix, des conditions plus difficiles pour les cédantes.
très, très soudaine. Enfin, au cours d'un même renouvellement, ça a été assez violent. D'accord, ok, merci. Merci. Donc, maintenant, une question pour Geoffrey. Donc, vous avez dit que la CCR allait peut-être être vendue par l'État. Est-ce que ce n'est pas risqué en cas d'une importante catastrophe naturelle, puisque du coup, les assurés bénéficieront plus de l'indemnité de l'État au cas où cela dépasse les plafonds? Alors, donc, j'ai indiqué que le groupe CCR est composé de CCR, que j'appelle CCR Solo, et CCRE. C'est cette dernière entité, CCRE, qui ouvre son capital. Et donc, voilà, c'est dans la presse. Je lisais un article paru aujourd'hui encore tout à l'heure. Et donc, voilà, en tout cas, on ne sera plus le seul actionnaire de CCRE, mais il s'agit, on ne sera même pas majoritaire, il s'agit de l'activité de réassurance, ce qu'on appelle réassurance de marché, réassurance classique, internationale, vie, non-vie. Et donc, voilà, cette activité-là, de toute façon, ne bénéficiait pas de la garantie de l'État. Et donc, ça ne posera pas de problème pour la réassurance publique qui, elle, perdure selon les mêmes modalités qu'on connaît aujourd'hui. Par ailleurs, nous assurons des assureurs, donc ça c'est la deuxième partie de la question, je crois, nous assurons des assureurs et quelque part, même si il y a des exceptions que je ne préciserai pas ici, mais l'intervention de CCR ne va pas avoir forcément des conséquences sur l'indemnisation de l'assuré. J'ai entendu le terme d'assuré. Nous assurons, nous sommes réassureurs, nous intervenons, nous indemnisons donc des assureurs en tant que réassureurs. Voilà. Ok. Une autre question. Il y a il y a il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si les métiers en réassurance sont plus techniques mathématiquement qu'en assurance. Moi, je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères et consoeurs. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, juste une remarque. On parle par définition d'événements rares. Donc, c'est forcément un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on est souvent dans un contexte où la loi des grands nombres s'applique un petit peu moins facilement. Donc, voilà, ça, c'est une caractéristique évidente. Est-ce que c'est plus complexe ou moins complexe? Je ne sais pas. Ok. Et ensuite, du coup, il y a un étudiant qui demande si vous conseilleriez de faire un stage en réassurance, en compagnie, ou plutôt en compagnie d'assurance classique. Qu'est-ce que vous conseillez? Bon, on est la soirée réassurance. J'espère qu'on va conseiller la réassurance, mais franchement, on peut tout faire. Et puis, on a vu dans nos parcours qu'après, il y a des ponts pour faire d'autres choses. Mais s'essayer à la réassurance à un moment dans sa carrière, ça peut être bien. On risque d'y rester. Ouais. Et inversement, ne pas commencer par là n'empêche pas d'y venir plus tard. Exactement. Donc, Pour rebondir à cela, est-ce que vous jugeriez que l'accès au secteur de la réassurance est plus compliqué que les autres secteurs d'assurance? pas vraiment, parce que comme en fait, en réassurance, on a besoin de beaucoup d'actuaires, en assurance aussi, mais je ne sais pas, je ne ressens pas vraiment que c'est plus compliqué d'accéder à la réassurance qu'aux assureurs. Ouais. Je ne sais pas si les analystes sont d'accord. Mais... En tout cas, moi, je n'observe pas d'abondance de candidatures, enfin plus que ce dont me parlent mes confrères ou mes consoeurs dans l'assurance. Donc, je pense que ça va être assez similaire. Je dirais peut-être quand même qu'il y a un peu moins de postes disponibles juste parce qu'il y a moins d'acteurs, en fait. Si on prend le marché français,
Il y a peut-être moins de postes pour les actuaires en réassurance pure que l'on peut avoir en assurance, par exemple. Mais c'est vraiment juste une question de nombre d'employeurs. D'accord, très bien. Il y a un étudiant ou une étudiante qui demande si vous pensez que la réassurance alternative peut être une solution afin d'avoir plus de capacité de placement pour les cédantes, ou le marché en France est-il encore trop petit pour mettre en place des cas de bond pour les cédantes? Pour moi, la réponse courte est oui. Je pense que c'est une alternative, une solution. OK. Après, un autre étudiant demande si les entreprises de réassurance françaises sont plus compétitives par rapport aux réassureurs allemands, Munich Re ou Suisse Re. Je pense qu'il y a... Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas facile parce que ça se fait en général. On va être plus compétitif sur certains deals ou certains segments, mais c'est pas systématique du tout. Ça dépend vraiment des politiques de souscription, en fait, par marché. Moi, je dirais qu'il n'y a pas une règle générale. Hein. Je sais pas si on a oublié des questions. Après, il y a, bon, c'est dans la même veine, il y a un étudiant qui se demandait si entrer en réassurance, ça ne ferme pas d'autres portes. Alors, je peux peut-être donner juste mon avis. Franchement, je pense pas. Hein. Puisqu'en fait, en tant que réassureur, on est amené quand même à voir les sous-jacents qui sont ceux de l'assurance. Donc, c'est assez facile de repasser en assurance, même en ayant fait pas mal d'années de réassurance. Hein. D'accord. Après, une autre question, ce serait au niveau de la mobilité internationale. Si vous avez une idée de comment ça se passe dans les compagnies de réassurance. Ben, ça arrive. On a vu plusieurs cas là, dans le panel où on a été amené à aller à l'international. Donc, je dirais que c'est possible. Hein. Souvent, c'est pas possible que chez les réassureurs, mais les réassureurs sont souvent internationaux et du coup, la mobilité est quelque chose de tout à fait envisageable. Ok. Céline, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bon, on a posé toutes les Voilà. questions. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ah, Il y a quelqu'un qui demande, une étudiante, quelles sont les principales raisons qui pourraient pousser la cédante à se faire assurer auprès d'un réassureur? Bah, si vous n'êtes pas rassuré du tout, il va falloir que vous affrontiez les incertitudes et la volatilité environnante avec votre propre capital. Donc, il faut avoir quand même beaucoup de ressources. Enfin, je ne connais pas de compagnie qui ne se réassure pas du tout. Une compagnie qui résisterait à une puis deux tempêtes sans être réassurée. Et j'en vois pas. Enfin, de grosses tempêtes. Ok. On n'a plus de questions qui remontent, donc nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci pour votre participation et du coup, rendez-vous demain pour la soirée finance et gestion d'actifs. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.